La phrase plane comme un fantôme au-dessus du rock français. Je n'ai pas pu dire adieu à mon père parce qu'on me l'a interdit. C'est une confession simple, presque chuchotée, mais elle a glacé tout un pays. En 2018, la France découvre, stupéfaite, le drame intime de Laura Smet, la fille du plus grand chanteur de sa génération, empêchée d'embrasser le corps de celui qui lui avait tout donné et tout repris. Ce soir-là, Laura écrit, non pas pour accuser, mais pour exister. Ces mots sont tremblants, comme s'ils sortaient d'une bouche longtemps bâillonnée. Elle s'adresse à son père, mais c'est le monde entier qui écoute, car derrière le mythe Johnny Hallyday se cache une tragédie de famille, une guerre d'amour et d'héritage, où les guitares se taisent et les avocats s'accordent. Elle avait 42 ans lorsqu'elle a décidé de parler, pas dans un plateau télé, pas dans un cri, mais dans une vérité nue, celle d'une fille qui a vu son chagrin transformé en spectacle. Pendant des années, elle a vécu dans l'ombre d'un homme que la France a sanctifié et que la mort a rendu intouchable. Et pourtant, derrière les cierges et les refrains, il y avait elle, Laura, la fille oubliée. On la croyait fragile, elle était simplement silencieuse, sa lettre fut un coup de tonnerre dans le ciel doré du clan Hallyday. La veuve, Laetitia, jusque-là figure d'épouse courageuse, devient soudain l'ennemi public numéro un. Le pays se divise, les médias s'enflamment, les fans s'affrontent en deux camps, Team Laura contre Team Laetitia. Mais Laura, elle, ne cherche ni vengeance ni pitié. Ce qu'elle réclame, c'est un droit élémentaire, celui d'aimer sans permission. Et c'est là, précisément, que son histoire devient universelle. Car au fond, ce n'est pas seulement la querelle d'un testament, c'est le combat d'une fille contre l'effacement. Dans un monde où l'argent prétend décider de tout, Laura rappelle que le deuil n'a pas de valeur marchande. Le 5 décembre 2017, au moment où la France entière pleurait son rocker national, une jeune femme, quelque part à Paris, restait dehors, devant une porte close, à attendre un adieu qu'on ne lui donnerait jamais. C'est de ce vide, de cette injustice insensée, que naîtra la femme nouvelle, celle qui ne vit plus à travers son père, mais à travers sa vérité. Et à partir de cet instant, Laura Smet n'est plus simplement la fille de Johnny. Elle devient le visage d'une génération qui refuse de se taire. Laura Smet naît le 15 novembre 1983 à Neuilly, sur Seine, dans un couple que toute la France regarde comme un conte de fées moderne. Johnny Hallyday, le rebelle aux yeux bleus, et Nathalie Baye, l'actrice la plus élégante de sa génération. Ensemble, ils incarnent le mélange impossible du feu et de la grâce. Mais 3 ans plus tard, le rêve se brise. Johnny part. Nathalie reste, avec un bébé dans les bras et une lumière qui s'éteint lentement dans la maison. Laura grandit dans une atmosphère étrange, à la fois tendre et mélancolique. Sa mère veille, pudique, exigeante, tandis que le père, lui, s'efface dans un horizon de tournée et d'exil. À la télévision, elle le voit sourire, chanter, embrasser le public comme un dieu. Mais dans son cœur, elle n'a qu'un père qui manque à chaque anniversaire. Cet amour absent devient une blessure fondatrice. À l'école, on murmure son nom. C'est la fille de Johnny. Ce nom, si lourd à porter, devient comme une seconde peau, une identité empruntée. Laura voudrait être simplement elle, mais l'ombre du rocker plane sur chacun de ses pas. La petite fille timide développe alors une sensibilité à fleur de peau, une lucidité précoce. Elle observe les adultes, les silences, les faux semblants. Pourtant, malgré la distance, un fil invisible relie le père et la fille. À 12 ans, Johnny lui dédie une chanson, Laura. Dans ce texte, il promet un amour éternel, même si le temps est assassin. La France chante ce refrain sans savoir qu'il s'agit d'un cri d'amour et de culpabilité. Pour Laura, cette chanson devient à la fois un talisman et une malédiction. Chaque fois qu'elle l'entend, elle sent à la fois la tendresse et l'absence. Les années passent. Sa mère l'élève dans un univers de cinéma et de discipline. Les plateaux remplacent les cours de récréation. Laura apprend à jouer avant même d'apprendre à se protéger. Nathalie Baye lui transmet la rigueur, la pudeur et la dignité. Johnny, de loin, lui transmet la rage et la démesure. Entre ces deux pôles contraires, Laura cherche sa place, oscillant entre la lumière et le vide. Dans ses rares souvenirs d'enfance, elle évoquera plus tard les rires volés, les séjours à Los Angeles,
les retrouvailles maladroites, les silences plus lourds que les mots. Son enfance n'a rien d'une tragédie, mais tout d'un apprentissage précoce de la perte. Et c'est peu être là, dans cette fragilité originelle, que naîtra la femme libre qu'elle deviendra, une fille née du mythe, condamnée à s'en détacher pour survivre. À 20 ans, Laura Smet entre dans le cinéma comme on entre dans un champ de bataille sans armure, mais avec une vérité brute. Elle débute dans les corps impatients de Xavier Giannoli. Sa fragilité, son intensité, ce mélange d'ombre et de lumière fascine aussitôt la critique. On y voit la naissance d'une actrice instinctive, presque sauvage. Claude Chabrol, séduit, lui confie un rôle principal dans La Demoiselle d'honneur. Puis viennent Philippe Garrel, Pascal Thomas, Serge Boson. À chaque film, Laura cherche moins la gloire que la sincérité. Mais derrière la caméra, la jeune femme lutte contre des fantômes invisibles. La presse la compare sans cesse à ses parents. Le public guette en elle la fille de Johnny, la grâce de Nathalie, comme si elle ne pouvait exister qu'à travers leur reflet. Cette double filiation devient un fardeau qu'elle porte avec dignité, mais non sans douleur. Elle dira plus tard « On m'a appris très tôt à ne rien montrer, mais ne rien montrer, c'est parfois se perdre. » Le succès arrive, fragile et tremblant. En 2004, elle reçoit le prix Romy Schneider. Une consécration? Pas vraiment. Ce visage que la France encense, c'est aussi celui d'une jeune femme à bout de souffle. L'attention médiatique, les attentes, le poids du nom, tout cela use, épuise. En 2007, après une période d'anxiété et d'épuisement, elle s'isole. Les journaux s'empressent de parler de crise, mais Laura, elle, parle de respiration. Elle se reconstruit à l'écart. Écrit, réalise, compose. Elle ne veut plus être l'héritière d'un mythe, mais l'auteur de sa propre légende. Cette période de retrait la transforme, de l'enfant blessé naît une femme lucide, déterminée à ne plus subir. Son regard change. Dans les interviews, ses mots deviennent plus calmes, plus pesés. Elle ne revendique rien, ne se plaint de rien, mais on sent, sous la surface, une tension nouvelle, celle d'une artiste en quête d'absolu. C'est dans ce silence fécond que Laura Smet forge son identité. Ni simple fille, ni simple actrice, mais une âme qui crée pour survivre. Dans un monde où l'image se vend plus vite que la vérité, elle choisit la lenteur, la pudeur et l'exigence. Elle ne le sait pas encore, mais cette force intérieure lui sera nécessaire pour affronter ce qui viendra, la mort de son père et le cyclone médiatique qui l'engloutira tout entière. Le 5 décembre 2017, la France s'arrête, Johnny Hallyday s'éteint à Marne-la-Coquette. Dans les rues, les radios, les foyers, on pleure l'idole d'un peuple. Mais derrière cette communion nationale, une autre scène se joue plus intime, plus cruelle, celle d'une fille à qui l'on interdit de dire adieu à son père. Laura apprend la nouvelle par téléphone. Elle se précipite, mais la maison est fermée. Des proches, des assistants, des médecins filtrent les visites. On dit que Laetitia veille, qu'elle ne veut pas de drame. Pourtant, c'est déjà un drame le plus impardonnable. Laura attendra des heures, derrière une porte close, espérant un signe, un mot, une main. Il n'y aura rien. Ce moment d'exclusion devient le point de bascule de toute son existence. La douleur laisse place à la sidération, puis vient la colère froide, silencieuse, implacable. Aux funérailles, à l'église de la Madeleine, la France regarde deux visages, celui de la veuve, éplorée, et celui de la fille, figée. Sur les images télévisées, un seul regard suffit à comprendre tout ce qu'on lui a pris. Le droit au deuil, le droit à l'amour. Quelques semaines plus tard, le testament américain de Johnny est révélé. Laura et son demi-frère David n'y figurent pas. Tout revient à Laetitia. Ce document, rédigé à Los Angeles, devient une bombe morale. En France, on ne peut déshériter ses enfants. Outre-Atlantique, si, entre deux systèmes de loi, c'est toute une mémoire qui se fissure. Les journaux s'en emparent, les talk-shows s'enflamment, la guerre des Hallyday est déclarée. Mais derrière les titres sensationnels, il y a une histoire humaine, celle d'une fille qui ne réclame pas d'argent, mais une reconnaissance. Dans les lettres de ses avocats, Laura ne demande pas fortune. Elle veut simplement sauver ce qui pour elle reste sacré, la mémoire artistique de son père. Ses guitares, ses manuscrits, ses blousons de scène. Les objets qui parlent d'amour plus que de gloire.
Ce combat, elle le mène avec une dignité rare. Tandis que Laetitia multiplie les apparitions publiques, Laura choisit le silence et la discrétion. Le pays, lui, se divise. Certains voient en Laetitia la gardienne du mythe, d'autres, en Laura, la fille sacrifiée. Les plateaux télé deviennent des tribunaux, les éditorialistes des juges du cœur, mais Laura reste droite. Elle écrit, elle filme, elle transforme la colère en création. Et lentement, quelque chose change. Le public, longtemps fasciné par le spectacle du deuil, commence à percevoir la vérité d'une femme blessée, mais juste. En 2020, un accord met fin à la guerre juridique. Laura ne réclame plus rien, sinon la paix. Elle garde les objets, les souvenirs, les lettres manuscrites de son père. Tout ce qui ne s'achète pas. Et dans ce geste simple, presque symbolique, elle gagne ce que l'argent ne pourra jamais offrir, la liberté intérieure. 3 ans après la mort de Johnny, le silence se fissure. En 2020, Laura accorde enfin une interview où elle prononce des mots lourds de sens. Ce que Laetitia a fait est impardonnable. Elle a transformé le deuil en spectacle. Cette phrase, dite sans colère apparente, sonne comme une délivrance. Car, pour la première fois, Laura ose nommer l'indicible non pas par rancune, mais pour reprendre possession de sa propre histoire. Les médias s'en emparent aussitôt. Certains y voient une revanche tardive, d'autres un cri d'authenticité, mais pour Laura, cette parole n'a rien d'un règlement de compte. C'est une catharsis. Depuis des années, elle portait cette humiliation muette, celle d'avoir été tenue à l'écart du dernier souffle de son père, celle d'avoir vu son chagrin mis en scène à la télévision. Alors, elle choisit un autre langage, celui du cinéma. Elle écrit, réalise, transpose. Le film L'ombre du rock naît de cette douleur transfigurée. Il raconte l'histoire d'une fille de chanteur manipulée par une belle-mère, obsédée par l'image du défunt. La ressemblance avec sa propre vie est flagrante, mais Laura s'en moque. Elle n'accuse pas, elle crée. Sur le tournage, on la décrit concentrée, presque ascétique. Chaque plan devient un exorcisme, chaque scène une manière de transformer la blessure en lumière. Dans une séquence bouleversante, la protagoniste brûle les disques de son père sous la pluie métaphore d'une libération lente, douloureuse mais nécessaire. Le film, présenté dans plusieurs festivals, reçoit un accueil inattendu. La critique y voit un geste d'artiste, pas un règlement de compte. Le public, lui, comprend. Beaucoup pleurent en silence. Pour la première fois, Laura Smet n'est plus la fille d'eux, mais une créatrice à part entière. Elle a conquis ce que le testament lui avait refusé. Une identité. Pendant ce temps, Laetitia continue de gérer l'empire Hallyday. Documentaires, concerts hommages, produits dérivés, tout devient marchandise. Laura regarde cela de loin, sans mots, sans procès. Elle sait désormais que la vengeance la plus douce, c'est l'œuvre accomplie. Quand on lui demande si elle a pardonné, elle répond simplement « j'ai compris ». Et dans cette phrase, tout est dit. La colère, la fatigue, la paix. Laura n'est plus la victime d'une histoire familiale. Elle en est devenue l'auteur. En transformant le deuil en art, elle a fait ce que son père avait toujours su faire, chanter la douleur pour survivre. Aujourd'hui, Laura Smet vit entre Paris et le Sud-Ouest, loin du vacarme et des projecteurs. À 42 ans, elle a trouvé ce que ni l'amour de son père, ni la gloire, ni la justice n'avaient su lui offrir, la paix. Elle n'accorde plus d'interviews que rarement, toujours avec pudeur. Son ton a changé, il n'y a plus de rancune, seulement une forme de douceur lucide. « Je ne veux plus qu'on réduise ma vie à une blessure », dit-elle. Ces mots résonnent comme un testament intime, une promesse silencieuse faite à elle-même. Son film « L'ombre du rock » dépasse le million d'entrées. Le public découvre une femme entière, authentique, débarrassée des masques et du mythe. Les critiques écrivent qu'elle a hérité du meilleur de Johnny, la sincérité brute. Cette reconnaissance tardive n'est pas une revanche, mais une renaissance. Et tandis que certains continuent à débattre de l'héritage, Laura choisit une autre voie, celle de la transmission. Elle fonde une petite association, Mémoire vive, destinée à préserver les archives de son père et à soutenir de jeunes réalisateurs, une manière discrète mais profonde de prolonger la flamme sans la consumer. À Saint-Barthélemy, sur la tombe de Johnny, un médaillon discret porte désormais les initiales LJ. On raconte que c'est Laura qui l'y a déposé, un matin de vent doux, sans prévenir personne. Ce geste silencieux vaut toutes les réconciliations. Il dit « Je t'ai dit adieu » à ma manière.
Le reste n'a plus d'importance. La fortune, les procès, les articles, tout cela appartient à un autre temps. Ce qu'il reste, c'est une femme apaisée, un regard clair, un nom qu'elle a enfin reconquis. Elle ne chante pas, mais dans son silence, on entend encore la voix du père, cette voix qu'elle a cessé de pleurer pour mieux la faire vivre. Laura Smet n'a pas hérité du patrimoine, mais de l'âme. Et dans ce monde où la gloire se consume vite, elle incarne désormais la rareté, celle d'une vérité sans cri, d'un amour sans condition, d'une paix conquise après tant d'ombre. Son histoire n'est plus celle d'une fille du rock, mais d'une femme qui a compris que parfois, pour survivre à une légende, il faut apprendre à s'en détacher. Laura Smet, longtemps prisonnière du mythe de Johnny, s'est libérée de l'ombre en transformant la douleur en art. Refusée au chevet de son père, effacée par un testament injuste, elle a trouvé, dans le cinéma, la seule justice possible, celle du cœur. À travers l'ombre du rock, elle reconquiert sa voix et sa dignité. Aujourd'hui, loin des scandales, elle vit apaisée, fidèle à la mémoire mais affranchie du poids du nom. Son silence est devenu lumière, la note la plus pure d'une chanson d'adieu.